So thank you, Richard. And moving from FMCG, a sector that we work in a lot, to another sector that we work in a lot, which is banking. So at the Human Advantage Conference, we are turning a page, looking to a new sector. Eric will have the pleasure of introducing our next participants, along with Nathalie Léoté, who's the managing director of BVA Excite. And we wanted Nathalie, although she manages a team of many different research experts across a lot of sectors, Nathalie herself has a lot of banking experience. So we will head to that roundtable now. Bonjour à tous, je suis ravi d'introduire une nouvelle session de The Human Advantage que nous allons animer avec ma camarade et collègue Nathalie Léoté, directrice générale de BVA Excite et experte du secteur bancaire. Salut Nathalie. Bonjour à tous. Nos invités sont donc aujourd'hui Eve Lao Tim, qui est directrice générale déléguée de la société de bourse Ports & Parc, filiale de BNP Paribas, et Maxime Viémont, que je connais depuis quelques années, spécialiste de finances comportementales chez Ports & Parc. Bienvenue Eve, bienvenue Maxime, c'est à vous pour cette session. How financial advisors try to mitigate their client investment biases and for which results? Hello à tous les deux. Bonjour Eric, bonjour Nathalie. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir Ports & Parc aujourd'hui. Bonjour à vous deux, ravi de partager ce moment. Alors, bonjour Eve, bonjour Maxime, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer, mais pour commencer, Eve, est-ce que vous voudriez bien nous dire quelques mots sur l'activité de Ports & Parc? Oui, Nathalie, merci. Alors, tout d'abord, Ports & Parc donc, est une société de bourse, comme l'a dit Eric, à taille humaine. Nous servons deux types de clientèle. D'une part, nous servons les PME ETI françaises qui souhaitent se financer par la bourse. Et d'autre part, nous accompagnons les investisseurs individuels qui souhaitent, eux, investir directement en bourse, c'est-à-dire sans passer par des fonds. Ces investisseurs privés, nous leur offrons un service de conseil, c'est-à-dire que ils ont un conseiller dédié, disponible de 8h à 22h, donc nous couvrons les marchés européens et américains. Nous leur proposons des informations sur les valeurs, des portefeuilles modèles, des analyses de marché, bref, beaucoup de conseils et également des conseils personnalisés en digital pour avoir une meilleure réactivité par rapport au marché. Parce que chez Ports & Parc, notre objectif, ce n'est pas de livrer le maximum d'informations aux clients qui ensuite va devoir essayer de se frayer un passage au travers de ces informations, mais notre objectif est bien de digérer l'information pour le client afin de le guider vers les meilleures valeurs en fonction de son profil, de ses appétences et de son portefeuille. Alors, justement, on sait qu'il y a des biais comportementaux qui sont présents, qui sont largement documentés. Maxime, comment vous avez abordé cette question quand il s'agit justement des investissements et du monde financier? Alors oui, Nathalie, quand on investit en bourse, en fait, on se fait souvent les mêmes réflexions. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que c'est le bon moment de vendre? Ou j'ai vendu ce titre avec une belle plus-value, mais il a continué à monter sans moi. Ou j'ai gardé un titre en portefeuille qui s'est dégradé en me disant qu'il allait remonter, mais finalement il a continué à baisser et je l'ai toujours en portefeuille. Donc j'imagine que ces situations-là parlent à beaucoup d'investisseurs. Oh oui. Alors en fait, nos décisions, elles sont influencées par des biais comportementaux et qui pénalisent la performance. Et la recherche a évalué son coût à 3,5 de performance par an. Autrement dit, l'investisseur n'arrive pas à capter la performance du marché action et à une performance de 3,5 inférieure aux indices, ce qui pose un vrai problème. Donc en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'investisseur doit faire face à de nombreux défis. Alors là, je vous en mets quelques-uns, ceux qu'on considérait comme les principaux. Il y a 3 défis majeurs qui sont assez simples à comprendre, mais qui sont compliqués à mettre en œuvre dans la durée. Le premier défi, c'est de rester investi sur les actifs risqués. Alors, l'investisseur en fait a du mal à le faire. Ce qu'il a tendance à faire, c'est à rentrer et à sortir du marché. Il prend souvent ses décisions en fonction de l'évolution des indices et en fonction des émotions qu'il ressent. Et le problème, c'est qu'il va acheter quand il est euphorique et puis il va vendre quand il a peur. Voilà. Le deuxième défi, c'est la diversification.
Alors chacun comprend cet enjeu, mais force est de constater que l'investisseur a tendance à investir sur des valeurs qu'il connaît bien à cause du fameux biais qu'on connaît, vous savez, le biais de familiarité en fait. Ou bien il aura tendance à concentrer son portefeuille par excès de confiance. Le troisième défi, et c'est probablement le plus important, c'est que chaque investisseur, en théorie, devrait conserver ce qui marche et se séparer de ce qui marche pas. Et pourtant, dans la pratique, il fait l'inverse. Et c'est ce qu'on appelle le biais de disposition. Donc, pour atténuer tous ces biais, en 2018, nous avons développé en interne une plateforme pour réduire les biais de nos conseillers et par ricochet ceux de nos clients. Passionnant. Alors, vous avez pu mesurer des effets, des impacts sur les résultats? Ève, dites-nous tout. Oui, bien sûr. Écoutez, je reprends la parole. Donc, effectivement, nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec une équipe de chercheurs indépendants de renommée internationale, financée par des universités aussi prestigieuses que Berkeley, University of Southern California et London Business School. Et leur sujet, en fait, était d'essayer de mesurer l'efficacité de l'action du conseiller sur les biais comportementaux de leurs clients, donc des investisseurs dans notre cas. Ce qu'il faut savoir en termes de contexte, c'est que depuis une quarantaine d'années, la recherche académique a plusieurs fois démontré que les conseillers financiers avaient davantage tendance à amplifier les biais de leurs clients ou au mieux n'avaient aucun effet sur eux. Ce qui est assez compréhensible puisque les conseillers sont eux-mêmes humains, donc ils ont eux-mêmes en fait les mêmes émotions face au marché et donc quelque part les mêmes biais que leurs clients. Donc en fait, les chercheurs ont pu réaliser deux choses sur la base en fait des data que nous avions. Premièrement, ils ont confirmé que nos clients, qui sont plutôt affluents, avec quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros en portefeuille, sont soumis aux mêmes biais donc comportementaux. C'est-à-dire que une perte de potentiel de 500 euros, par exemple, finalement est aussi douloureuse émotionnellement que vous ayez un portefeuille de 1000 euros ou un portefeuille de 10 000 euros. Donc ça, c'était la première chose. Deuxièmement, les chercheurs ont mesuré l'impact que le conseiller avait avant et après l'introduction de notre outil qui visait effectivement à atténuer ces biais comportementaux. Et ils ont mesuré cet impact auprès des clients qui suivent nos conseils un peu et ceux qui suivent nos conseils beaucoup. Donc, effectivement, ainsi, ils ont pu démontrer que les clients qui suivent beaucoup nos conseillers après l'introduction de l'outil réalisent dans la durée 2,4% de performance par an de plus que les autres. Donc finalement, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que conseiller avec moins de biais, un client qui est à l'écoute, il va accumuler dans son portefeuille 2,4% de performance par an, net de frais, en moyenne. La preuve est là. Alors, est-ce que vous acceptez de nous livrer quelques exemples, quelques nudges que vous avez pu mettre en place Alors, ça on va rentrer dans le cœur du sujet. Effectivement, on a créé 2 nudges. Alors, le premier nudge, c'est un cadrage de lecture du marché qui est simplifié, qui va inciter l'investisseur à se concentrer sur les valeurs qui marchent et à éviter en fait les valeurs qui ne marchent pas ou qui ne marchent plus. Ça, c'est le premier nudge. Et le deuxième, qui est probablement le plus innovant d'après ce que nous a dit la recherche académique, c'est qu'on a développé de nouveaux rapports de portefeuille sans les prix d'achat. Et de cette façon, quand un investisseur décide de conserver ou de vendre une valeur, au lieu de regarder le passé, qui est représenté par le prix d'achat, on va l'inciter à regarder le futur, donc les perspectives de l'entreprise. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un peu en détail le premier nudge. Donc, on va cartographier les 2000 valeurs que l'on suit, les 2000 valeurs européennes et américaines que l'on suit, en 4 catégories. Alors, on a les valeurs en B, qui sont classées en B, ce sont des valeurs qui baissent. On a les valeurs qui sont classées en C, c'est des valeurs qui sont controverses, c'est des valeurs qui ne baissent plus, mais qui remontent, mais enfin, on ne sait pas si c'est un feu de paille ou pas. Et puis, on a les valeurs qui commencent à nous intéresser, les valeurs qui sont classées en A, comme accélération, et les valeurs qui sont classées en P, comme pause. Voilà. Et le but de ce nudge,
c'est vraiment de s'extraire de l'ancrage à la performance passée. Parce que vous savez qu'un investisseur, en fait, il est tenté de s'investir sur des valeurs qui baissent simplement parce que la performance passée est négative. Et à contrario, il va avoir du mal à s'investir sur des valeurs qui montent parce que la performance passée est positive. Et avec ce nudge, on se libère de ces ancrages à la performance passée pour se concentrer sur des valeurs qui sont classées en accélération ou en pause, qui sont celles qui marchent, en fait. Et une fois qu'on a sectionné toutes les belles valeurs, toutes celles qui marchent, bien entendu, là, on va étudier les fondamentaux de l'entreprise pour sélectionner la plus belle fleur, en fait. Voilà. Donc ça c'est le premier intérêt de ce nudge. Le deuxième intérêt, c'est qu'on va éviter de s'embarquer sur des dossiers qui ne marchent pas et qui provoquent du stress, en fait, chez l'investisseur. Donc ça, c'est la cartographie BCAP. Et puis ensuite, pour plus de simplification, on a créé une note éclairiste qui va résumer cette cartographie, et c'est une note qui va évoluer entre 0 et 100, 100 étant la meilleure note. Et ça nous permet de repérer assez facilement les meilleurs élèves dans chaque secteur parmi les 2000 valeurs que l'on suit. Voilà. Et ce nudge, en fait, il est très utile pour réduire le biais de familiarité et mieux diversifier son portefeuille en s'ouvrant à de nouvelles opportunités. Donc ça, c'était le premier nudge. Et le deuxième nudge, c'est celui-ci, c'est qu'on a recréé donc des rapports de portefeuille et on a voulu s'extraire à l'ancrage au prix d'achat, en fait, qui est extrêmement fort. Donc, on a supprimé les prix d'achat et donc il n'y a plus de plus ou moins value latente. Et on les a remplacés par la cartographie BCAP et la note éclairiste. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, au lieu de regarder le passé pour prendre une décision, on s'oblige à regarder l'avenir. Et ce que nous dit la recherche académique, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce nudge est probablement le plus puissant pour réduire le biais de disposition dont on a parlé juste avant. Impressionnant encore une fois. Ève, peut-être que vous pouvez nous décrire un peu le process, parce que j'imagine pour concevoir tous ces éléments, il y a eu un process assez long, structuré en interne. Comment avez-vous procédé? En fait, je dirais que déjà nous, on a une manière en fait d'investir, donc que je vais vous décrire. On est arrivé à un moment donné un peu au bout, on s'est posé la question de comment introduire la chasse comportementale, et on est ensuite arrivé effectivement à ce que Maxime a décrit. Donc chez nous, si je reviens au départ, on a 3 principes pour investir en bourse, c'est-à-dire que on a une méthodologie d'investissement qui est basée, donc comme Maxime a dit, sur la diversification en termes de valeur. On a 20 à 30 lignes au portefeuille. On utilise la pondération sectorielle pour aussi être diversifié donc de manière sectorielle, et on a le momentum, c'est-à-dire qu'il faut très régulièrement en fait revenir voir son portefeuille. Et nous avons donc cet univers de valeurs suivies, donc nos 2000 valeurs, donc américaines et européennes, et nous les analysons sous l'angle technique, fondamental et durable. Nous identifions donc les valeurs qui surperforment, leur secteur, leur indice, leur zone géographique, et puis nous en discutons sur un rythme hebdomadaire à minima pour définir notre liste de valeurs prioritaires d'investissement. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on s'est effectivement rendu compte qu'il y avait encore des petites choses qui coinçaient, et c'est là que sont arrivés en fait les outils de finance comportementale qui sont là pour aider à lutter contre les biais dans la prise de décision. Et ensuite, on se dit, tiens, ça, c'est super, on en est là, mais il manque encore quelque chose. Et donc, nous sommes en train, en fait, de développer le conseiller coach, c'est-à-dire que la personne, le conseiller qui va accompagner nos clients, va avoir un rôle de coach. C'est-à-dire qu'il est là pour lui expliquer la philosophie, la méthodologie que nous sommes en train de suivre pour qu'il la comprenne. Il va aider le client à gérer ses émotions, puisque finalement la bourse c'est très volatile et donc ça génère beaucoup d'émotions. Et donc il va aider le client à couper ses pertes et à rester investi même quand ça secoue en fait. Et puis il va lui prodiguer des conseils de mouvement très régulièrement pour prendre les meilleurs courants ascendants. Et il va s'aider du conseil donc personnalisé sous format digital pour pouvoir effectivement toucher le client le plus rapidement possible lorsque il y a des décisions qui s'imposent. Tout à l'heure, effectivement, Maxime a parlé de fleurs, et donc pour bien ancrer la manière dont on fonctionne, je voulais prendre la métaphore du jardinier, où en fait, vous avez peut-être un jardin, Nathalie, ou Eric? Non, malheureusement. Oui, avec le jardin. Très bien, Eric a un jardin. Donc Eric, quand vous allez au jardin,
normalement, vous allez commencer par arracher les mauvaises herbes. Puisque voilà, vous n'avez pas envie d'en avoir dans votre jardin et qu'elles mangent les autres. Donc, pour nous, en fait, arracher les mauvaises herbes, c'est-à-dire c'est qu'il faut couper, en fait, vendre les titres qui sont en perte. Donc ensuite, vous allez avoir des trous dans votre jardin puisque vous avez arraché des mauvaises herbes, donc vous allez vouloir replanter des fleurs. Et donc pour nous, c'est donc de réinvestir sur des valeurs plutôt bien orientées. Donc on va trouver dans Eclairis par exemple. Et puis enfin, avant de partir, vous allez arroser, leur donner à manger. Et puis très régulièrement, vous allez quand même revenir pour voir comment ça se passe. Et donc pour nous, c'est la même chose, c'est-à-dire que on va très régulièrement revenir regarder son portefeuille, voir, faire un petit diagnostic. Est-ce qu'il y a des valeurs à couper? Est-ce qu'il y a des choses à repositionner? Et pour nous, c'est crucial de garder en fait ce tempo. Donc, arracher les mauvaises herbes, planter des fleurs et revenir très régulièrement observer mon jardin. Et voilà. Et en fait, donc, si je partage des résultats, puisque tout ça, on l'a au fil du temps mesuré, essayer de faire progresser en fait notre manière d'accompagner nos clients, on a regardé la vérité des prix, je dirais, la performance nette de frais de nos clients. Et donc sur les 9 dernières années, si on regarde donc la courbe, vous avez donc en bas en bleu les clients qui ne nous suivent pas du tout. Donc eux, sur les 9 dernières années, ils ont réalisé en moyenne annualisée 1,9% de performance par an. Bon, c'est honorable, mais c'est pas beaucoup. Et à l'opposé, donc en vert, ce sont les clients qui nous suivent passionnément, puisque je t'ai dit, on a regardé avec les chercheurs, il y a des clients qui nous suivent un peu, beaucoup, passionnément. Donc ceux qui nous suivent passionnément, ils restent investis, ils ont 5% de cash en moyenne pour faire tourner en fait leur portefeuille. Ils suivent nos conseils à seulement 80%, mais oui, c'est déjà pas mal. Et eux, ils réalisent une performance donc toujours nette de frais annualisée de 7,2% par an en moyenne. Sachant qu'avec 7% par an, vous doublez votre capital en 10 ans. Donc, vous voyez dans les portefeuilles que nos clients bien conseillés et à l'écoute, finalement, notre dispositif fait une différence. Oui, c'est probant. Et vous avez lancé une application, c'est ça également, qui s'appelle Eclairis, qui est à destination des investisseurs pour les accompagner dans leur prise de décision et pour les aider, on le voit, à prendre les meilleures décisions. Maxime, vous nous parlez un petit peu d'Eclairis? Très volontiers. Alors Eclairis, c'est vraiment une application qui est gratuite, qui est disponible dans les stores et qui est ouverte à tous les investisseurs en bourse. Et donc, elle va intégrer les 2 nudges dont je vous ai parlé. Et puis, elle est actualisée tous les jours après la clôture américaine. Et elle a 3 fonctions. La première fonction, c'est de vous donner un score pour les 2000 valeurs qui sont dans Eclairis. Donc 2000 valeurs, il y en a 1500 en Europe et il y en a 500 aux US. Et ça permet aussi de donner un score pour votre portefeuille. Ça, c'est le deuxième intérêt. Ensuite, vous pouvez visualiser votre portefeuille sans vos prix d'achat et sans les plus ou moins values latentes. Donc, vous allez tenter de regarder le futur et pas le passé. C'est ça vraiment l'intérêt d'Eclairis. Et puis, la troisième chose très intéressante pour nous, c'est que ça va permettre à l'investisseur de gagner en autonomie. Bon, super, c'est bien de faire profiter de tout ce que vous avez appris le plus grand nombre. Ève, dernière question, parce que le temps file vite. C'était, je pense, une conversation absolument passionnante, parce que ça montre très très concrètement en quoi la finance comportementale peut aider, et pas juste comme ça, aider et générer des résultats qui sont extrêmement significatifs. Alors, quid de l'avenir? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des projets d'avenir que vous avez? Oui, donc effectivement, comme je l'ai dit, nous on essaie effectivement de toujours s'améliorer, de voir comment on peut continuer à améliorer les performances de nos clients. Donc effectivement, pour cette première collaboration avec les chercheurs, nous sommes en train de réfléchir à d'autres manières de creuser d'autres aspects comportementaux en fait, puisque c'est, comme vous le dites, c'est quelque chose qui est passionnant. Et donc aujourd'hui, comme Maxime l'a expliqué et illustré, nous accompagnons nos clients pour qu'ils restent investis, quels que soient les up and down de la bourse, pour qu'ils fassent les bons choix de vente puis d'achat sans trop se laisser influencer par leurs tendances naturelles, leur biais de familiarité, etc. Et surtout, nous les accompagnons ensuite avec notre conseiller coach pour qu'ils ne se laissent pas submerger par leurs émotions.
Donc effectivement, par exemple, si vous avez une perte potentielle de moins 100 par exemple, vous allez avoir une émotion négative de souffrance de magnitude 3 fois plus importante, ou moins 300. Alors que si vous avez un gain potentiel de plus 100, en fait vous allez être super content à hauteur de plus 100. Bon, donc oui, c'est le loss aversion de Daniel Kahneman. Exactement. Donc effectivement, fort de ça, on se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire et à aller plus loin? Et donc, pour nous, le conseiller aujourd'hui, on essaie de lui faire incarner en fait la réassurance avec un mix d'empathie, d'écoute, créer de la confiance, mettre son expertise donc à la portée de son interlocuteur en fonction vous de votre connaissance et vous comprenez le jargon ou pas, etc. Et on est persuadé que ce mix doit s'adapter en fait à la personnalité du client, à son profil, à ses besoins, à ses émotions du moment. Et donc, c'est vraiment ces ressorts d'une relation client-conseiller gagnante que nous souhaitons en fait maintenant explorer pour essayer de voir si on peut encore l'améliorer. Donc voilà, c'est de regarder finalement comment la finance comportementale peut aider à rassurer dans l'investisseur dans cet univers particulièrement chahuté qui est le monde financier. Eh bien, j'aurais plus qu'un mot à dire. Un grand merci à tous les deux. Merci Ève, merci Maxime. C'était très éclairant, très concret et très probant. Donc, bravo et merci beaucoup. Great. So, a little section there on banking and finance. I think we have a minute, so I just want to check back in with Adrien. Adrien, where are we at with the sketch notes? Well, it was a funny session. Yeah, that gardening metaphor, I had to capture it, obviously, helping the client to garden his portfolio, right? And make him look for the future, not the past, because maybe the boat was cruising really nicely, but then it can end in the Titanic. Which is so important on a topic like investment, right? This idea of your future self and putting yourself in the future. Yeah. Otherwise, those barriers to investment can be quite tricky. Yeah, and you don't want to be too emotional as well, right? About my money? Yeah. I can't promise. All right, thanks, Adrien. Thank you.